L'émergence de Daesh comme une menace générale prise au sérieux par les puissances extérieures est assez récente. On peut la dater des années 2013-2014. Bien entendu, ce mouvement de l'État islamique trouve ses racines dans différents courants du djihadisme radical, a des liens avec Al-Qaïda, a des liens avec l'histoire de l'Irak, y compris le fait que les militants du parti Baas, après l'occupation américaine, sont liés avec ces islamistes radicaux sunnites dans une lutte commune contre la présence américaine. Mais en 2013-2014, le mouvement prend de l'ampleur parce qu'il acquiert une assise territoriale avec la conquête de Mossoul et la conquête de Ramadi. Et de ce point de vue-là, la date clé, c'est l'été 2014, où la perception est que Daesh menace désormais le pouvoir en Irak et peut-être en mesure de prendre Bagdad, ou en tout cas de s'en approcher dangereusement, ce qui déclenche une intervention extérieure, occidentale, intervention américaine, au sein d'une coalition mêlant les Américains, un certain nombre d'Occidentaux, dont les Européens, les Australiens, et des pays arabes, essentiellement les monarchies du Golfe et la Jordanie. Parmi les représentations fausses, il me semble erroné de penser que nous sommes dans une vaste coalition contre Daesh. Certes, après les attentats de novembre 2015, la France a cherché à créer une telle coalition. François Hollande s'était rendu à Moscou, à Washington, et avait rassemblé à Paris un certain nombre de pays clés de cette coalition. Mais la réalité, c'est que beaucoup des acteurs extérieurs au théâtre syrien ou irakien ont des agendas très spécifiques, qu'il s'agisse des puissances, des grandes puissances, États-Unis, Russie, des Européens, ou des grandes puissances régionales, Arabie Saoudite, Iran, Turquie, qui toutes ne font pas forcément de Daesh leur priorité dans leur intervention dans ce conflit, et qui, en tout cas pendant longtemps, ont poursuivi des agendas qui leur étaient propres, liés à la guerre civile en Syrie, au jeu de pouvoir en Irak, ou à des configurations régionales liées à la rivalité entre chiites et sunnites, par exemple. Alors, parmi ces acteurs, on peut distinguer les très grandes puissances actives dans ce conflit, extérieures à la région. Commençons par les États-Unis. Pendant longtemps, les États-Unis avaient comme premier objectif le fait de ne pas se relancer dans une grande guerre au Moyen-Orient. C'est un élément essentiel de l'héritage que Obama veut laisser de sa présidence, et il ne s'est donc engagé dans ce conflit qu'avec réticence. On se souvient qu'en 2013, au moment de l'emploi des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad, il avait in fine renoncé à l'emploi de la force au Moyen-Orient. Et donc en 2014, quand les États-Unis s'engagent dans une campagne aérienne et dans le soutien actif du gouvernement irakien, ils le font un peu en hésitant, et ils ne le font que sous la pression de l'opinion, compte tenu des atrocités commises par l'État islamique, y compris sur des citoyens américains pris en otage. Cet engagement reste fondamentalement limité. C'est une campagne essentiellement aérienne, avec une présence au sol qui aujourd'hui se monte à environ 6 000 hommes, à comparer avec les 100 000 hommes que George Bush avait pu déployer en Irak, ou même les 100 000 hommes que Barack Obama a pu déployer en Afghanistan. Du côté russe, on retrouve encore plus ce type d'ambiguïté. En réalité, la campagne russe au Moyen-Orient et en Syrie, habillée sous le discours de la lutte contre le terrorisme djihadiste radical, est en réalité menée autour d'objectifs qui sont assez différents. Premier objectif, remettre militairement et politiquement Bachar el-Assad en selle. L'engagement russe à partir de septembre 2015 va avoir comme objectif principal de faire bouger les lignes de front au profit des forces fidèles au régime. Deuxième objectif, réinstaller la Russie comme acteur central de l'avenir du Moyen-Orient. Objectif réussi, qui est qu'aujourd'hui, la Russie fait partie du processus de négociation sur l'avenir de la Syrie et a regagné ses galons de puissance moyen-orientale vis-à-vis des autres acteurs régionaux. Troisième objectif, démontrer, là plutôt à l'intention de l'Occident, l'ampleur et l'étendue de la puissance militaire russe retrouvée par des démonstrations de force et l'emploi de systèmes d'armes
dont l'objet dans la lutte contre le terrorisme n'est pas démontré, mais je prends l'exemple par exemple des tirs de missiles de croisière depuis des navires dans la Caspienne, qui ont vraiment pour objet principal de montrer que la Russie est une grande puissance militaire. Et seulement, enfin, c'est un objectif, mais c'est donc un objectif secondaire, lutter contre le terrorisme radical, qui d'ailleurs ne se limite pas dans l'esprit des Russes à Daesh, mais à l'ensemble des groupes radicalisés du théâtre syrien, y compris Jabhat al-Nusra par exemple. Donc on a quelque chose qui est, du côté russe, une hiérarchie des priorités qui ne met pas la lutte contre Daesh au premier plan, ce qui d'ailleurs se traduit parfaitement quand on regarde les statistiques des frappes russes, qui à plus de 80% ne portent pas sur Daesh. Les Européens, dans ce contexte, sont sans doute ceux pour qui la priorité était bien la lutte contre l'État islamique. C'est ce qui a motivé l'extension des frappes françaises d'Irak en Syrie après les attentats, et l'engagement des Britanniques après les attentats de Paris également sur le théâtre syrien. Cela dit, les Européens ne sont pas l'acteur majeur de ce conflit au plan militaire, et eux-mêmes sont en train de découvrir d'autres priorités. D'une part, la gestion de ce qui a longtemps été leur priorité politique en Syrie, c'est-à-dire le départ de Bachar el-Assad, sur lequel ils insistent moins aujourd'hui, et enfin, la gestion de la crise des réfugiés, qui peut les amener à privilégier la stabilité sur leurs objectifs plus militaires. Si on glisse maintenant vers les acteurs régionaux, là on va aussi trouver un certain nombre d'ambiguïtés. Pour un pays comme l'Iran, son objectif premier est la consolidation du pouvoir chiite à Bagdad et du régime de Bachar el-Assad, chiite alawite, qui sont les deux alliés stratégiques de Téhéran au Levant. Et donc dans cette logique-là, pour l'Iran, c'est la préservation de ces régimes qui est la priorité des priorités. Et l'Iran a été très loin dans ce soutien, par un soutien financier, par un soutien militaire, passant y compris par l'engagement de forces iraniennes et des milices du Hezbollah proches de l'Iran sur le théâtre syrien. Donc, dans ce contexte-là, évidemment que Daesh est un adversaire majeur vu de l'Iran, mais tout autant que le sont les groupes sunnites armés susceptibles de prendre le pouvoir en Syrie ou susceptibles de renverser le gouvernement irakien en Irak. Donc, de ce point de vue-là, leur hiérarchie ne fait pas de Daesh l'adversaire unique, mais un adversaire parmi d'autres dans ce conflit d'influence en Syrie et en Irak. En miroir, l'Arabie saoudite et les autres monarchies du Golfe ont longtemps insisté sur le départ de Bachar el-Assad et étaient dans une logique de contrer l'influence iranienne en Irak et en Syrie, ou au Liban. Cet objectif-là a été nuancé parce que ces monarchies ont parfaitement compris que Daesh faisait également peser sur elles une menace mortelle, et donc ils se sont engagés dans la coalition sous commandement américain, mais ils le font en ayant quand même en tête ce conflit plus général entre chiites et sunnites dans la région, qui peut les amener à des alliances ambiguës vis-à-vis de groupes qui, idéologiquement en tout cas, sont assez proches de Daesh. Enfin, la Turquie, acteur majeur, première puissance militaire de la région, membre de l'OTAN, est un pays qui lui-même est en première ligne dans la crise des réfugiés, est en première ligne parce qu'il a une frontière avec l'Irak et la Syrie, mais qui, pendant très longtemps, a fait de la chute de Bachar el-Assad sa priorité politique, qui a glissé vers un engagement plus actif dans le conflit, mais là aussi avec des objectifs contradictoires. D'un côté, certes, lutter contre Daesh, qui, rappelons-le, commet des attentats en Turquie également, mais aussi lutter contre, et peut-être avant tout, contre l'émergence d'un Kurdistan autonome en Syrie, Kurdistan qui est très proche des Kurdes du PKK turc, et qui donc pose pour la Turquie un problème presque plus grave que le Kurdistan autonome irakien, qui existe de facto déjà. Donc on se trouve dans une scène où tous les acteurs extérieurs ont des agendas qui leur sont propres et qui ne font pas forcément de la lutte contre Daesh la priorité des priorités, ou en tout cas leur première priorité. Et on va retrouver ça dans les acteurs de terrain, où les Kurdes
qui ont longtemps été le principal partenaire des Occidentaux dans la lutte contre Daesh parce que c'est une force militairement robuste. On se souvient de la bataille de Kobané qui a marqué le début du reflux de Daesh. Sont une force contrainte notamment à cause des désaccords profonds avec la Turquie et ne sont pas une force qui est en mesure de reconquérir des territoires arabes pour des raisons politiques et ethniques évidentes. En miroir, on va trouver le même type de difficultés dans les régimes en place à Damas ou en Irak, régimes qui ne sont pas audibles pour les populations sunnites qui sont sous le contrôle de Daesh. Et donc, on a une tension interne qui reste très forte dans ces dynamiques-là, et avec des jeux assez pervers, notamment du régime de Bachar el-Assad, qui a contribué à l'essor de Daesh en Syrie en libérant certains des islamistes les plus radicaux de ces prisons afin de discréditer l'opposition syrienne en faisant basculer le rapport de force au sein de cette opposition en faveur des groupes islamistes les plus radicaux, y compris Daesh. La bonne nouvelle, c'est que depuis l'engagement occidental de 2014, russe de 2015, Daesh est passé sur la défensive. La bataille symbolique a été la bataille de Kobané contre les Kurdes qui a marqué l'arrêt de l'avancée de Daesh en Syrie, mais c'est surtout en Irak que Daesh a reculé en perdant le contrôle de Ramadi, et on peut dire que maintenant Mossoul est peut-être pas à portée de main, mais est un objectif crédible pour la coalition des forces irakiennes soutenues par les Américains. Donc on est dans un dispositif qui est plutôt favorable sur le terrain militaire, même s'il ne faut pas se tromper. Daesh contrôle encore un territoire à peu près de la taille de l'Angleterre et une dizaine de millions de personnes. Donc ça n'est pas comme s'ils étaient acculés dans quelques grottes dans les confins afghano-pakistanais, pour prendre l'image d'Al-Qaïda après l'intervention américaine en Afghanistan. Donc il y a une bataille à mener, mais on a bien un phénomène de reflux qui s'est accéléré en Syrie avec la chute de Palmyre. Grâce au soutien aérien des Russes, les forces gouvernementales syriennes de Bachar el-Assad ont pu reprendre le contrôle de Palmyre. Et donc, si on regarde le projet de califat énoncé en juin 2014 par al-Baghdadi, leader de Daesh, ce projet a aujourd'hui pour le moins du plomb dans l'aile et se trouve en quelque sorte en train d'être réduit comme peau de chagrin en termes de contrôle territorial et de contrôle sur les populations. Ça ne veut pas dire que la destruction physique de Daesh soit facilement accessible. C'est évidemment un groupe protéiforme qui pourra très probablement, même s'il continue à subir des revers militaires, continuer à mener des attaques terroristes au Moyen-Orient et sans doute en Europe, mais qui est désormais un groupe sur la défensive. Si je devais résumer les objectifs de guerre qui peuvent être les nôtres, au-delà des slogans de guerre contre le terrorisme ou de destruction de Daesh, je dirais que si, dans un an ou deux, nous sommes parvenus collectivement, malgré l'absence d'une coalition bien organisée, à réduire Daesh à ce qu'est aujourd'hui Al-Qaïda en Afghanistan, c'est-à-dire un groupe qui n'a plus d'assise territoriale solide, qui n'a plus la capacité à prendre le contrôle de vastes territoires ou de populations, et qui n'a plus de ressources financières et qui n'est plus attractif pour les volontaires étrangers, on aura très largement réussi à non pas faire disparaître, mais en tout cas à réduire Daesh à sa plus simple expression, ce qui ne veut malheureusement pas dire que ce sera la fin du terrorisme d'origine islamiste radicale. Il prendra peut-être d'autres formes, le groupe se reconstituera peut-être sur d'autres territoires en Libye ou ailleurs, mais on aura évolué d'une situation extrêmement préoccupante où l'hypothèse était la prise du pouvoir sur le vaste ensemble syro-irakien par un projet d'essence radicale nouveau vers la réduction de ce projet d'État islamique à un groupe terroriste, entre guillemets, comme un autre, avec des capacités limitées.